Nous avons des médias qui ne cherchent pas à rapporter des faits, à dire des réalités. Nous avons des médias qui cherchent à faire croire à une idéologie que j'appelle le MIM, le mondialisme, immigrationnisme marchand. C'est-à-dire que les médias, dans leur ensemble, défendent le mondialisme, c'est-à-dire l'ouverture généralisée des frontières, à la libre circulation, des marchandises, des capitaux et des hommes. Et des hommes, c'est l'immigrationnisme, qui est une des causes militantes les plus soutenues par les médias dans leur quasi-totalité. Et enfin, marchand, puisque leur modèle, là aussi, c'est la règle de la libre concurrence étendue à la planète entière, et puis marchand, parce qu'ils vivent de la publicité, et que la publicité, son objectif, c'est d'obtenir l'acte d'achat de la part du consommateur. Donc on a des médias qui sont des médias de propagande, ce que j'appelle des médias de propagande politique et de propagande commerciale. Alors, c'est une situation qu'on remarque particulièrement en France. Est-ce qu'elle existe? Elle existe moins dans d'autres pays. On parle de la Grande-Bretagne, par exemple, où on a eu l'impression que la presse dite populaire soutenait plutôt le fameux Brexit, alors qu'en France, on ne trouverait pas ce genre de réaction si on avait un Frexit. Absolument. Alors, je crois qu'on a des médias qui, globalement, défendent la même idéologie dans l'ensemble du monde développé. Simplement, il y a des pays où il y a un peu plus de pluralisme, et c'est exact qu'en Angleterre, où il y a des médias écrits qui sont achetés par leurs lecteurs, parce que les médias anglais qui ont défendu le Brexit, ils sont achetés par 3 ou 4 millions de lecteurs, c'est-à-dire 10 fois plus que le Figaro, 10 fois plus que le Figaro, 50 fois plus que Libération. Donc ça n'a rien à voir. Donc il y a un peu plus de diversité effectivement en Angleterre. On peut d'ailleurs se demander si effectivement un Frexit pourrait passer en France avec des médias aussi univoques que nous les avons. De même aux États-Unis, il y a comme partout un mainstream médiatique, mais il y a aussi des médias relativement puissants qui développent une ligne un petit peu différente, ceux qui soutiennent Trump par exemple. Voilà. Donc le phénomène est mondial, mais il est encore aggravé en France, où on est vraiment dans le monolithisme absolu, que vous soyez sur TF1 ou sur France 2 ou France 3, ou que vous soyez sur le Figaro ou sur Libération, c'est à peu près la même soupe. Mais alors, à quoi est-elle due cette situation en France des médias, ce regroupement des médias finalement autour de mêmes idées? Alors, je crois qu'il y a deux raisons. D'abord, la France est peut-être un pays plus idéologique que d'autres, qu'il y a un héritage idéologique venu du passé où les médias étaient de gauche et communistes. Maintenant, ils ont basculé sur une autre logique, mais ils sont toujours dans une même logique totalitaire. Et puis, il y a le fait qu'au fond, il y a 3 ressources dans les médias. Il y a 3 ressources possibles. Il y a la publicité. La publicité, elle va dans le sens des intérêts marchands. Il y a les subventions publiques qui vont dans le sens de la doxa dominante. Et il y a la part des lecteurs ou des auditeurs ou des spectateurs. En France, cette part est la plus faible. Et donc, il reste dans le financement la publicité et l'argent public. C'est particulièrement vrai pour les journaux qui reçoivent quand même 2,5 milliards de subventions pour diffuser la bonne parole. C'est vrai aussi, d'un certain point de vue, des télévisions qui reçoivent 4 milliards d'euros de subventions s'agissant des télévisions et des radios publiques, mais qui surtout, même les radios qui ne sont pas publiques, même les télévisions qui ne sont pas publiques, bénéficient d'un bien public qui leur est accordé par l'État, en l'occurrence par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui dit qui a le droit d'avoir des canaux hertziens, qui a le droit d'avoir des canaux numériques, et donc il y a un contrôle à la fois étatique et publicitaire, puisque la ressource la plus importante en dehors des subventions publiques, et plus importante pour ceux qui n'ont pas de subventions publiques en dehors des autorisations d'émettre, c'est la ressource publicitaire. Et là-dedans, le particulier,
il compte très peu, et donc le particulier, il a intérêt à aller sur les médias alternatifs et à remettre de la poche, puisque les médias alternatifs vivent de la générosité publique du particulier. C'est pour ça qu'ils sont différents, parce qu'ils vivent des particuliers. C'est aussi pour ça qu'on a eu en Angleterre des médias un peu différents, parce qu'il y en a qui sont tout simplement payés par leurs lecteurs. Alors, tout ça donc date un peu, puisque maintenant, l'avènement d'Internet, pratiquement maintenant partout, la haute définition, la fibre optique largement répandue permettent d'avoir un accès relativement illimité, sauf dans les fins fonds des campagnes, à Internet. Est-ce que ça modifie pas, ça va pas modifier dans les années qui viennent ce paysage? Ah, je pense que le paysage a déjà été considérablement modifié au cours des 10 dernières années. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, le système médiatique dominant était à peu près aussi verrouillé que maintenant, peut-être un peu moins, mais à peu près aussi verrouillé que maintenant, et il avait le monopole. Aujourd'hui, il n'a plus de monopole, parce qu'il y a les médias alternatifs, parce qu'il y a les réseaux sociaux, et donc les journalistes, les médias n'ont plus le monopole de l'information, et donc il y a une information alternative qui se développe, et tous ces médias croissent, et croissent d'année en année, et finissent par peser sur les médias dominants, qui sont quand même obligés de tenir compte de ce que les autres disent, et qu'à un moment ou à un autre, ils sont obligés de répondre. Notamment, la forme la plus forte de la désinformation, c'est tout simplement l'occultation. Un phénomène n'a pas existé, puisqu'on n'en a pas parlé. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile. Et donc, il y a les médias alternatifs permettent une conscientisation croissante de l'opinion et permettent aussi de développer une méfiance croissante vis-à-vis de ce que disent les médias dominants. Mais, évidemment, ils ont encore l'avantage du nombre et ils utilisent massivement l'émotion. C'est l'émotion qui permet de susciter des manifestations, c'est l'émotion qui permet de dire il faut accueillir ces clandestins qu'on a rebaptisés immigrants, qu'on a rebaptisés migrants, qu'on a rebaptisés réfugiés. C'est l'émotion, c'est les images. Ils continuent bien sûr d'être dominants, les médias oligarchiques, mais ils ont perdu le monopole. Et ça, c'est essentiel. Et ceux qui les contestent croissent d'année en année. Alors il faut dire, la France a d'ailleurs un avantage par rapport à d'autres pays. C'est un des pays où le réseau Internet à haut débit est le mieux répandu. Et aujourd'hui, au fond, vous n'avez plus besoin de téléviseurs, puisque vous pouvez regarder des télévisions, des web télé sur votre téléphone, ou sur votre tablette, ou sur votre ordinateur, mais même sur votre téléphone, et vous pouvez écouter la radio alternative sur votre téléphone. Vous êtes dans votre voiture, avec votre téléphone, vous pouvez écouter n'importe quelle radio, n'importe quelle web radio, auquel le CSA ne donnera jamais de fréquence. Donc on va échapper progressivement à la dictature du CSA, qui est encore très forte sur les médias radiophoniques ou télévisuels. Alors, pour terminer, puisque vous êtes spécialiste des mensonges des médias, est-ce que vous pouvez nous donner quelques beaux exemples de ce qu'on peut trouver actuellement? Oh bah écoutez, là vous me prenez presque au dépourvu, tellement il y en a. Bah écoutez, j'ai lu dans Le Monde, vous voyez, il faut aussi parfois regarder ce genre. Moi je regarde ce genre de presse régulièrement. J'ai lu dans Le Monde il y a 2 jours, donc le 12 juillet ou le 11 juillet, que le seul incident de la Coupe de l'Euro, c'était les débordements des hooligans russes à Marseille. Alors qu'il y a eu des centaines de voitures brûlées à différentes occasions, qu'il y a eu l'attaque de la fan zone de la Tour Eiffel lors de la finale, qu'on voit d'ailleurs des photos où les fumées montent jusque quasiment le premier étage de la Tour Eiffel. Eh bien, pour Le Monde, il n'y a pas eu d'autres incidents
que celui des supporters russes à Marseille. Alors c'est bien parce que si vous voulez, c'est un bobard qui a deux avantages. C'est un bobard par russophobie, parce que vous avez toujours le même problème, hein, les Russes, et par racaillophilie, si j'ose dire, puisqu'on ne dit pas que l'essentiel des problèmes sont venus, y compris d'ailleurs à Marseille, l'essentiel des problèmes sont venus des racailles de banlieue. Voilà un bobard, mais il y en a beaucoup d'autres. On avait attribué, l'AFP avait attribué à Assad l'enlèvement du journaliste James Foley, et donc on avait mis ça sur le compte d'Assad. Le malheureux aurait été enlevé par Assad, serait encore vivant, alors qu'il a été exécuté un peu plus tard par l'État islamique. Mais l'AFP s'est bien gardé de revenir sur l'affaire. Autre bobard, quand la Réinfosphère a dit en septembre 2015 qu'il pouvait y avoir des terroristes parmi les migrants. Eh bien, les médias dominants ont dit « mais non, mais c'est un fantasme d'extrême droite, un fantasme de la fachosphère, c'est pas possible ». Et on a vu ça dans tous les médias. Et puis, on a découvert, lorsqu'il y a eu l'attentat du Bataclan, qu'il y avait parmi les contributeurs, pour te dire, deux personnes qui étaient arrivées en passant par la Grèce. Et donc là, les médias ont été très gênés, alors France Inter a fait mieux que tout. Ils ont réécrit un article. Ils ont réécrit l'article pour le mettre en conformité avec l'événement qui s'était produit. Ça, c'est une démarche typiquement orwellienne. Vous savez, Orwell, on réécrit l'histoire en permanence en fonction des exigences politiques du temps. Et bien, France Inter nous fait ça aujourd'hui, et d'autres aussi d'ailleurs. Merci beaucoup, M. Gallo. Merci.